Bonjour, je suis Claude Laferrière, vous me connaissez probablement de vidéos antérieures. Nous sommes le 6 mars 2022. La présente capsule, la présente vidéo s'intitule « Trudeau, notre premier ministre, a-t-il déclaré la guerre à la Russie? Devons-nous anticiper des chaos, des représailles? » Voici. Le Canada et d'autres pays de l'OTAN, bon, il y en a 29, là, ils ont fourni une assistance militaire en fourniture d'armes létales, notamment, à l'Ukraine. En fait, c'est ce que les médias nous en disent. On parle ici de 6,7 millions de dollars. Cette somme comprendrait en valeur, si vous voulez, des missiles, des lance-roquettes, des armes anti-chars qui auraient été fournies par le Canada à l'Ukraine, qui n'est pas un pays membre de l'OTAN. Bon. Donc, l'Ukraine ne bénéficie pas, n'est-ce pas, de l'article 5 du traité de Washington, qui prévoit qu'une attaque contre un État membre de l'OTAN est une attaque contre tous les États membres de l'OTAN. Cela pose problème parce que le Canada n'a pas l'habitude de fournir des armes létales, enfin, du matériel létal à un État étranger. Nous sommes plutôt dans la tradition des casques bleus depuis les années 60, l'époque où Lester B. Pearson a remporté le prix Nobel de la paix. Nous sommes plutôt dans les missions de paix, de rétablissement de la paix, des missions humanitaires, fondamentalement humanitaires. Et là, nous fournissons des armes, et pas les moindres, on parle de missiles, de lance-roquettes, à l'Ukraine pour tuer des soldats russes. Le Canada est clairement impliqué dans un conflit. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une déclaration de guerre? Et traditionnellement, dans le monde occidental, les Américains nous servent beaucoup de modèles en la matière. Une déclaration de guerre peut être formelle ou informelle. Parmi les déclarations de guerre formelles, je vais vous donner des exemples précis, très précis. Bon, exemple, une déclaration de guerre contre l'Allemagne par les États-Unis le 6 avril 1917, à l'époque du président Woodrow Wilson. Déclaration formelle de guerre contre l'Allemagne, contre l'Empire austro-hongrois le 7 décembre 1917. Là, je vous fais la lecture de documentation que je vais par ailleurs éventuellement afficher. Déclaration de guerre contre le Japon le 8 décembre 1941 par le président Roosevelt. Ces déclarations américaines se font devant le Congrès des États-Unis, le Congrès réuni, ce qu'on appelle le Joint Session, la Chambre des représentants et le Sénat. Déclaration contre l'Allemagne du 11 décembre 1941, toujours par le président Roosevelt. Déclaration de guerre aussi contre l'Italie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, le 5 juin 1942. Dans le cas de l'Italie, c'est le 11 décembre 1941 aussi, là, je corrige. Donc, il y a dans l'histoire américaine, il y a eu des déclarations de guerre formelles par le président devant le Congrès des États-Unis dans le cadre d'une session conjointe du Sénat et de la Chambre des représentants. Si on peut remonter un peu plus loin, à l'époque du président McKinley, le 25 avril 1888, une déclaration de guerre à l'endroit de l'Espagne. À l'endroit du Mexique, le 13 mai 1846, par le président James K. Polk. Et voilà, une
autre déclaration de guerre contre la Grande-Bretagne, la guerre de 1812 par James Madison. Voilà, et ça, ce sont des guerres, des déclarations formelles par les États-Unis. Je cite que par exemple l'exemple des États-Unis, parce que dans le traité de Washington, hein, eh bien, ce sont les États-Unis qui ont exercé le leadership depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui sont à l'origine de l'OTAN. Donc, c'est important de suivre le modèle américain de déclaration de guerre formelle ou informelle. Maintenant, nous allons examiner les déclarations de guerre informelles, c'est-à-dire des guerres qui ont été menées, autorisées par les Américains, financées par les Américains, mais qui n'ont pas été déclarées. Voilà. Et qui se sont terminées. Bon, voilà. Il y en a énormément. Donc, on peut mener une guerre sans la déclarer. C'est important. Mais on est en guerre. Soyons clairs. Un exemple qui remonte à 1798, il y a une presque guerre contre la France qui a été très courte et qui a été menée par John Adams et qui s'est terminée rapidement par le traité de Mortefontaine. Une autre guerre qui a été initiée par les Américains vers les années 1802 contre le Maroc, entre autres, et qui s'est terminée en 1805, qui avait été initiée par Thomas Jefferson. Une autre guerre qui a été menée contre l'Algérie en 1815, toujours par James Madison, et qui s'est terminée en 1816, qui a été relativement courte, contre le Paraguay en 1858, menée par James Buchanan, contre le Mexique en 1914, qui a été initiée par Woodrow Wilson, et en 1918 contre l'Estonie, la République et la Mongolie, qui a été initiée par Woodrow Wilson. Et il y avait aussi la Russie et l'Ukraine qui étaient en guerre avec les États-Unis. Nous sommes en 1918. La crise du Liban, une autre intervention militaire américaine décidée par Eisenhower en 1957. En 1964, nombreuses interventions américaines en Chine, en Corée du Nord, Nord-Vietnam, Sud-Vietnam, en fait, c'est l'ensemble, la problématique de la guerre du Vietnam, en fait, compte, qui va se terminer le 27 janvier 1973 au terme des accords de Paris. Bon. Il y a aussi une force multinationale qui va être décidée par Reagan pour la Syrie. Nous sommes en 1983, dis-je, et qui va se terminer en 1984. La guerre en Irak, n'est-ce pas, qui va durer, qui va être décidée par George W. Bush, qu'on va appeler la guerre du Golfe Persique, qui commence par une résolution du 12 janvier 1991 et qui se termine le 3 avril. Et vous avez ensuite la guerre contre la terreur, contre le terrorisme, n'est-ce pas, qui commence le 14 septembre 2001 et qui continue d'exister à ce jour, enfin, jusqu'en 2021. Et je vous passe les détails parce que c'est Trump qui, en 2019, qui finalement retire ou enfin maintient une présence résiduelle en Syrie. Mais cette guerre au terrorisme est extrêmement complexe. Je vais éviter d'aller dans les détails.
Et il y a une autre guerre en Irak qui, elle, commence en 2003 et qui se termine en 2017. Évidemment, toutes ces guerres que je viens de mentionner, c'était des interventions militaires et sans guerre déclarée, mais c'était vraiment des interventions militaires. Par la suite, il y a eu toute une série d'engagements militaires justifiés par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et financés par le Congrès. Là, on parle ici de la guerre de Corée, n'est-ce pas? Une intervention en Chine, la guerre de Corée. En fait, on a déclaré la guerre à la Chine littéralement et à la Corée. Ensuite, il y a eu des interventions en 1978 qui vont durer finalement jusqu'en 1984 et qui visent la Syrie. Une autre intervention en Syrie en 1990. Je vous dis une autre intervention en Irak, je dis en 1990, qui va se terminer en 1991, et ainsi de suite en Libye en 2011 sous la présidence de Barack Obama. Et voilà. Pour ce que je vous, la source de cette information, c'est United States Declaration of War, hein, que vous pouvez trouver sur Google très facilement. Évidemment, tout ça pour vous dire qu'on revient à notre point de départ. Est-ce que le gouvernement canadien, est-ce que le Parlement du Canada a approuvé par résolution la Chambre des communes et du Sénat l'envoi de matériel létal en Ukraine, autrement dit des missiles, des lance-roquettes et autres pactoles militaires. Donc, et est-ce que cela a pour effet de nous mettre en situation de guerre par rapport à la Russie, d'autant plus que d'autres pays de l'OTAN ont fait de même? À ce moment-là, n'y a-t-il pas une déclaration de guerre informelle contre la Russie? Et cette déclaration s'il y a une déclaration de guerre, bien entendu, c'est la question juridique, géopolitique qui se pose et qui est importante, parce qu'il peut y avoir des représailles, n'est-ce pas? La Russie n'est pas une puissance mineure, c'est une superpuissance nucléaire et le Canada a une force militaire minimaliste. Notre force militaire, en fait, elle est davantage théorique que pratique. Et là, on s'avance sur un terrain extrêmement glissant pour un pays mal équipé. Il va falloir compter absolument sur les Américains, et ce qui rend le dossier encore plus, je vous dirais, compliqué, là, c'est que le Canada, dans le fond, a voulu faire la même chose que les autres pays de l'OTAN et se montrer bon joueur. Autrement dit, on nie au président, ou enfin au président, ou je sais pas, au premier ministre là, Zelensky, on lui nie un no-fly zone pour mettre fin au bombardement. On lui dit qu'on ne peut pas assurer parce que ça pourrait finalement provoquer un conflit avec la Russie, en ce sens que les avions de l'OTAN pourraient affronter les avions de la Russie dans l'espace aérien ukrainien, ce qui mènerait à des combats directs. Maintenant, bon, il n'y a pas de combat direct à ce moment-ci parce qu'il n'y a pas d'espace aérien prohibé ou interdit qu'on veut imposer à la Russie. D'abord parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, c'est le premier point. Et aussi parce que ça nous mènerait à une confrontation directe avec la Russie, ce qui voudrait dire carrément Troisième Guerre mondiale, et là on n'est pas loin de la guerre nucléaire. Donc, mais il faut se méfier des manipulations diplomatiques et hypocrites à double sens. On l'a vu, il y a de nombreuses guerres qui ont été menées sans être déclarées et qui ont occasionné des milliers de morts. On pense à la guerre du Vietnam, l'intervention américaine en Irak, etc., etc. Bon, ceci étant dit, d'un point de vue théorique,
Est-ce qu'on peut soutenir que le Canada a déclaré la guerre à la Russie? Oui et non. Non, parce qu'il n'y a pas de confrontation directe entre des soldats canadiens et des soldats russes. Oui, parce que le Canada supporte des militaires ukrainiens qui ne font pas partie de l'OTAN et qui vont tuer des soldats russes. Autrement dit, des soldats russes vont être tués avec des armes canadiennes ou des armes des pays de l'OTAN dont le Canada fait partie sur le territoire ukrainien. Ça pose problème et c'est en violation de notre tradition militaire qui est essentiellement d'être finalement humanitaire et qui vise en quelque sorte à protéger la paix dans le monde. Donc nous avons une tradition très claire à cet égard. Donc nous allons contre notre tradition et nous nous impliquons directement en fournissant les armes qui vont tuer les soldats russes. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est extrêmement risqué. Et finalement, tout va dépendre de ce qui va se passer dans le futur, parce que le président Zelensky ou le premier ministre, là, je me souviens pas trop, là, demande un no-fly zone sur tout l'espace aérien ukrainien. Et là-dessus, il a absolument raison pour mettre fin au bombardement. En fait, c'est la seule façon de mettre fin au bombardement à ce moment-ci. Il faut être clair, parce que les missiles soviétiques ne sont peut-être pas suffisamment précis pour atteindre des cibles très limitées sur le sol ou pour toute autre raison. Mais il semble très clair, d'après l'expérience de terrain, ce que vivent les Ukrainiens. Il semble que ce sont des chasseurs soviétiques qui mènent la barque. Et que finalement le no-fly zone pourrait aussi servir à empêcher des missiles. Donc, on empêche des missiles, on empêche des chasseurs, on empêche des bombardiers, en quelque sorte, on empêche des bombardements. Là-dessus, Zelensky a raison et l'OTAN va devoir finalement peut-être revoir sa position, sinon c'est l'ensemble de l'Ukraine qui va être complètement dévasté. Mais une autre question qui m'interpelle, c'est la décision du premier ministre Trudeau d'envoyer du matériel létal sans l'approbation et sans débat au Parlement. Je parle ici de la Chambre des communes et du Sénat. Ça, je dois vous avouer que ça va tout à fait dans sa tendance très autoritariste depuis le début de la pandémie, depuis le début de ce que moi j'appelle la Troisième Guerre mondiale, le 13 mars 2020 avec la COVID, là, et l'intervention finalement de la Chine avec son virus, là. Parce que je pense qu'il faut voir un ensemble, il faut voir ça comme un ensemble. La COVID, l'intervention en Ukraine, l'intervention qui va venir de la Chine pour l'intégration de Taïwan, tout ça, à mon avis, ça fait partie d'une stratégie globale. On n'a pas besoin d'être conspirationniste, on a simplement à lire l'actualité pour voir que tout s'enchaîne dans une sorte de puzzle un peu là, diabolique, là, militaire. Bon, ouais, on ne dira pas diabolique là, ou satanique, là, on va dire militaire, et de conquête, de prise de contrôle. Donc, voilà, c'était cette courte vidéo que je voulais faire sur, évidemment, la question de la guerre, de l'intervention russe sur le territoire ukrainien. Voilà. Et là-dessus, je rappelle que cette vidéo est faite dans une perspective d'éducation populaire. Je ne sollicite absolument rien, ni aucun mandat, parce que plusieurs d'entre vous savent que je suis avocat, donc ça n'a strictement rien, pas rapport avec ma pratique. Donc, là-dessus, et malgré ces tristes événements qui, en quelque sorte, bousculent l'actualité et va peut-être bousculer nos vies bientôt, parce que la Russie, faut pas être naïf, le service de renseignement a probablement pris bonne note du fait que nous fournissons des armes pour tuer les soldats russes. Ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir des représailles là-dessus.
enfin, on se croise les doigts et on espère que peut-être l'intervention d'un arbitre international ou qu'à un moment donné, la raison va prédominer, va prévaloir sur les émotions et la haine. Et voilà. Et pour l'heure, on peut toujours prier pour ceux qui sont croyants. Et les autres, eh bien, vous pouvez toujours méditer ou peu importe. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir.